Bonsoir, bienvenue dans ce webinaire organisé par le SNI avec le soutien de l'Agence du numérique et de la Wallonie. Aujourd'hui, on va parler de la facturation électronique obligatoire, connue aussi sous le nom de PayPal. Vous le savez certainement, depuis le 1er janvier 2026, c'est obligatoire, vous devez passer par la facturation électronique, par PayPal. Est-ce que vous êtes en ordre? Est-ce que vous avez fait les différentes démarches pour être inscrit à PayPal? Est-ce que peut-être vous vous posez toujours la question, est-ce que vous êtes soumis à l'obligation PayPal? Aujourd'hui, on va essayer de répondre à toutes ces questions. Aujourd'hui, ce sera la première séance pour expliquer PayPal, ce que c'est, la cybersécurité, l'intelligence artificielle, tout ce qu'on pourra faire aussi avec PayPal. Et il y aura une seconde séance dès ce jeudi. N'hésitez pas à vous inscrire. Aujourd'hui, c'est un peu plus la partie théorique. Et jeudi, ce sera vraiment l'espace questions-réponses pour aller encore plus loin dans vos cas particuliers. Donc, bienvenue, je m'appelle Pauline Moulin. N'hésitez pas à vous présenter dans le chat, n'hésitez pas à nous faire un coucou, à chatter avec nous dans cet espace chat. Je serai la modératrice de ce webinaire et je serai accompagnée d'Éric Bertrand, spécialiste pour ce webinaire sur l'e-facturation. Bonjour, bonjour Bonjour, Pauline. bonsoir Eric, j'espère que tu vas bien. Très bien, merci. Très très bien. Alors, pour commencer, un petit sondage pour voir un petit peu où vous en êtes avec PayPal, hein. Qui d'entre vous n'est pas encore sur PayPal? Est-ce que vous êtes dessus ou vous n'y êtes pas encore ou vous ne savez peut-être pas vraiment ce que c'est? Tous les niveaux sont les bienvenus ce soir pour ce webinaire. On va reprendre les bases et on va expliquer tout ça avec Eric. C'est bien ça, hein, Eric? Oui, oui, on va refaire le tour du sujet. Donc, toute une partie même un peu origine. Donc, et puis, on va passer en revue aussi des éléments pratiques. Et puis, on va en profiter aussi pour peut-être répondre à quelques questions sur les utilisateurs qui sont déjà sur le réseau et qui pourraient peut-être éventuellement rencontrer des difficultés. Et voilà, un sujet complet. Un sujet d'actualité, hein. On n'oublie pas, Oui. depuis le 1er janvier, vous devez être sur PayPal. Je vais regarder un peu les sondages. Eh bien, écoute, c'est assez positif. Je dirais que 80% sont dessus. 80% de nos répondants sont sur PayPal et 20% ne savent pas trop ce que c'est. Euh, donc voilà, Ok. on va vous expliquer ça. Vous saurez tout sur l'acronyme aussi PayPal, hein. Ça, c'est pour briller en société. Restez connectés, vous allez tout savoir, hein. Le P, le E, le double P, O et L. C'est parti. Absolument. Bon, je vais peut-être commencer par partager ma présentation. Oui, avec plaisir. Je vois que Sarah et Michel se sont présentés. N'hésitez pas à faire comme Sarah et Michel, à dire aussi dans quel système vous êtes, si vous êtes en TVA mix, si vous êtes profession libérale, etc., etc. N'hésitez pas à nous partager ça dans le chat. Ce sera mieux aussi pour répondre à vos questions, de savoir un peu c'est quoi votre situation. Et donc, on repart avec ce premier sondage, hein, je pense, sur les gens qui sont inscrits. Donc, on parle de 80% déjà sur le réseau hein, aujourd'hui. Ah, et Donc, même, donc le sondage qu'on a fait ce soir correspond aux chiffres de oui, manière globale. Ah, c'est c'est marrant ça, ça. c'est intéressant. Et donc, 80% des assujettis TVA en Belgique sont présents sur le réseau. Je vais aller directement sur la petite statistique, hein, comme ça on peut partir directement sur le point. Donc, donc au 19 janvier, il y en avait 1 14 000 sur un peu plus d'1 200 000. Des chiffres qui changent tous les jours, évidemment. Et donc, il reste moins de 20% à onboarder, entre 15 et 20%. Donc, Et est-ce que ceux qui sont sur PayPal utilisent vraiment PayPal à l'heure eh actuelle? bien, voilà, c'est une question en fait qui reste un peu
allez, sans réponse, dans le sens où des statistiques court terme sur l'usage des factures et sur la saisonnalité des factures. Le mois de janvier, est-ce qu'on facture beaucoup par rapport aux autres années? Vous voyez, de sortir des statistiques significatives, c'est difficile, mais ce qu'on peut dire, en tout cas d'un point de vue global hein, pour le pays, mais par contre, ce qu'on peut dire avec certitude, c'est que dans notre clientèle, chez nous, avec l'expérience qu'on a sur nos 2200 clients qui brassent avec les fiduciaires, grosso modo 12 000 comptabilités, on sait qu'on n'a pas suffisamment de factures qui passent par le réseau. Donc, Mm. clairement, donc une adoption forte en termes d'identification sur le réseau, donc d'enregistrement sur le réseau PayPal, et par contre, un taux d'utilisation trop faible. C'est là où il y a encore de l'enjeu et du travail, en fait, aujourd'hui, quoi. C'est voilà, une différence entre être inscrit et utilisé. Donc, Et au niveau du titre de ces webinaires où on parlait des amendes, est-ce que être inscrit suffit pour éviter les amendes? alors, donc l'arrêté royal de mise en application du 8 juillet 2026 donc, reprend des amendes qui ont été copiées-collées des amendes qui sont, je veux dire, qui sont soumises en cas de dépôt tardif de déclaration TVA. Et dans ce cas, ben, vous avez 1 500 € d'amende à premier constat, deuxième, 3 mois plus tard, 3 000, 3 mois plus tard, 5 000, et puis d'autres sanctions ensuite. Donc, ces sanctions sont appliquées avec une certaine tolérance pour les 3 premiers mois de l'année. Ça a été publié sur le site e-facturation de Bossa. Donc, Bossa qui est je vais dire, le bras armé digital hein, du SPF. Dans lequel il dit bon, voilà, pour peu qu'on démontre qu'on a entamé des démarches pour se mettre en ordre, eh bien, durant ces 3 premiers mois, il y aura une tolérance et donc a priori pas d'application d'amende. Mais ce qui n'est en aucun cas un report en fait. Hein, donc pour, je vais dire, les 20% qui ne sont pas encore inscrits, c'est important de le faire. Et donc ça, je vais expliquer tout à l'heure ce qu'on peut faire facilement et simplement pour s'inscrire et se mettre en ordre sur la facturation électronique par PayPal. Voilà, Génial, donc on aura aussi l'aspect pratique, quels outils, etc. Dans cette présentation. On va absolument. y venir, on va d'abord commencer un peu par la théorie et Oui. ce qu'est PayPal. Qu'est-ce que Alors je c'est? reviens sur le slide de départ, donc les slides qui seront mis à votre disposition. Hein, donc il y a un format qui vous sera envoyé. Oui, vous recevrez par email les slides de cette présentation ainsi que le replay. Voilà. Et donc, je suis revenu donc sur ce slide de départ pour vous parler de l'intérêt que la facturation électronique par le réseau PayPal a pour vous, entrepreneurs. Donc, ce n'est pas qu'une contrainte administrative, c'est aussi un outil plus performant, plus efficace pour votre facturation, pour aussi la réception, la récupération de vos factures d'achat. Donc, ce n'est pas qu'une contrainte, c'est aussi un outil qui va vous apporter de la facilité, de la fiabilité, de l'efficacité. Donc voilà, quand même des éléments positifs là-dedans, parce qu'on a commencé à parler des amendes, mais Oui, c'est aussi un outil voilà, qui pourra vous aider dans le futur. oui, c'est vrai que, il faut plutôt voir le verre à moitié plein qu'à moitié vide et voir plutôt les aspects positifs de la facturation électronique. Et ce n'est pas vraiment uniquement pour vous ennuyer que le gouvernement a mis ça en place. C'est également pour plus de facilité. Absolument. Et donc, je vais me présenter un petit peu donc, sur voilà, mon histoire et mon parcours et mes compétences pour vous donner aussi l'opportunité de préparer vos questions si vous en avez, en sachant donc que je pourrais normalement répondre à toute une panoplie de questions en rapport avec bien sûr l'informatique, infrastructure, le fonctionnement du réseau, comment est-ce sécurisé, les aspects purement techniques, mais également des aspects business, donc en rapport avec la gestion commerciale, hein, des questions en rapport avec les aspects comptables, les aspects juridiques également. Et donc, mon métier, en fait, qui est un métier d'informatique de gestion,
consiste en fait à traiter le chiffre au travers de l'informatique pour des cas appliqués donc d'entreprise. Et donc je fais ça depuis déjà plus de 30 ans. Voilà. Donc, normalement, je dois pouvoir répondre à peu près toutes les questions que vous posez. Ça fait probablement, je pense que ça fait une cinquantaine de fois que je donne ce séminaire. On m'a déjà tout demandé. Et pour le moment, on n'a pas encore réussi à me coller. Donc, si vous voulez vous essayer, je vous en prie. Voilà. Allez-y, hein, allez-y, hein, c'est un webinaire, donc c'est du live, donc posez vos questions et donc l'objectif ce sera de trouver la colle, la question dont Eric ne saura pas répondre. Voilà. Allez-y, hein. Donc, un petit plan de présentation, une intro générale sur ce qu'est PayPal, une définition historique d'où ça vient, le fonctionnement, les avantages, et alors des aspects en corrélation avec l'intelligence artificielle. Donc, en quoi est-ce que c'est très utile d'avoir une facturation électronique structurée pour l'intelligence artificielle? Est-ce que ça apportera déjà cette année-ci et dans les années à venir sur l'évolution des logiciels? On va parler cybersécurité et notamment conservation des documents de la facture originale. Votre facture originale, dorénavant, ce sera le fichier XML, hein, cette fameuse facture au format XML UBL, hein, donc qui est un standard qu'il faudra conserver et être capable de restituer à première demande à minima durant les 7 ans à venir. Donc la question de la souveraineté, donc vous devrez savoir où sont vos données pour les récupérer et les transférer si nécessaire. Puis des cas d'usage, des vidéos d'explication, démonstration du fonctionnement du réseau et démonstration aussi d'encodage d'une facture, réception de facture aussi, cas concret. Et puis alors on va parler de logiciels, de différentes solutions sur le marché, de types de solutions, de vos interlocuteurs, quelles sont les personnes vers lesquelles vous pouvez vous référer pour faire le choix du bon outil pour vous. Donc on va vous donner des trucs et astuces et des bonnes pratiques. Et puis conclusion, perspective et au retour d'expérience aussi voilà, de nombreux clients qu'on a pu mettre en service et qui sont plutôt satisfaits en fait. Hein, on a des retours d'expérience plutôt positifs. Voilà pour le plan de la petite soirée. Donc Ouais, voilà, donc on avait commencé par le point de la situation. Hein. Je t'en prie. oui, oui, non, j'allais dire, et donc premier webinaire où on posera vraiment les bases et on ira même plus loin. Et le deuxième webinaire où on rentrera dans vos cas concrets, dans vos cas précis. Mais n'hésitez pas dès à présent à déposer vos questions. Si on ne les prend pas aujourd'hui, on les prendra jeudi où on ira vraiment en profondeur sur vos cas précis. Voilà, voilà. Donc, bon, voilà le point de situation. Bon, on en a parlé. Hein, donc, n'hésitez pas à vous inscrire sur le réseau PayPal. Et pour s'inscrire sur le réseau PayPal, vous devez avoir choisi, vous devez avoir une application. Donc, c'est le logiciel ou la solution que vous allez choisir qui va vous inscrire sur le réseau. Donc, c'est pas une démarche séparée. Hein, donc, on pose souvent la question de savoir, tiens, où est-ce que je dois m'inscrire sur le réseau? Et puis après, quel logiciel est-ce que je dois utiliser pour faire cela? Eh bien, donc, cette démarche est faite avec l'outil, avec le logiciel ou la plateforme web que vous allez choisir. Vous vous inscrivez donc sur le logiciel de facturation que vous allez utiliser. Alors, ben, l'importance de la facturation électronique, ben, c'est déjà se mettre en conformité avec le législateur, hein, donc éviter les amendes comme on l'a dit, mais c'est aussi un outil facile et qui va vous réduire en fait vos défis administratifs, votre complexité administrative. Donc en fait, ce qu'on constate, c'est qu'avec les plateformes voilà, de réception et d'envoi de factures par le réseau PayPal, on a un outil qui permet de centraliser ces factures, ces fameux fichiers XML, et de pouvoir plus simplement et plus rapidement les traiter, soit pour faire du paiement, soit pour les envoyer vers son comptable pour ses déclarations TVA notamment. Donc on a quand même une centralisation, une facilité d'usage en fait de traitement de vos factures, donc une grosse amélioration des automatisations. Et puis, bien sûr, donc l'obligation depuis le 1er janvier imposée donc non seulement à je vais dire, tous les assujettis donc belges, mais ce sera également le cas pour tous les assujettis européens pour le 31 du 12 2029 au plus tard. Donc on a déjà des pays qui vont embrayer vers PayPal l'année prochaine, beaucoup, hein, donc 1er janvier 2027, on a la France et tous les pays limitrophes qui s'y mettent.
mais les 27, ils seront donc 31 du 12 2029. Donc c'est un projet Européen. européen, donc quelque C'est chose de international. général. Oui. Aujourd'hui, ça ne concerne que la Belgique, mais enfin, en tout cas, l'obligation ne concerne que la Belgique. Les autres pays peuvent passer via PayPal, mais ce n'est pas encore une obligation. Et quand on sort de l'Europe, comment ça se passe? Donc le réseau est mondial, hein. Donc on est sur un réseau complètement international. Donc ça signifie que vous avez des abonnés sur le réseau PayPal au Canada, aux États-Unis, en Australie et je vais dire essentiellement dans tous les pays occidentaux. Donc c'est intéressant. Si vous avez des fournisseurs ou des échanges qui ont lieu avec l'extérieur de l'Europe ou même d'autres pays de l'Europe, c'est toujours bien de leur communiquer que vous êtes sur le réseau PayPal, ce qui vous permettra de vous assurer des échanges de factures sûrs. Hein, parce que, donc on sait que quand on échange des courriers électroniques et tout ça, ou en provenance d'entités qui viennent de l'étranger, parfois on n'est pas toujours sûr de l'acheminement, hein, de l'interception, de modification de factures ou de piratage. Le fait de faire un échange par le réseau PayPal, c'est vous assurer d'une certaine sécurité, d'une certaine sûreté. Donc, dans la question en fait des avantages et de l'impact sur l'automatisation, ben c'est clair que c'est des fonctionnalités dont il ne faut pas se priver. Donc, il faut dire quand vous êtes sur PayPal, il faut communiquer à ce sujet. Donc, Je vois, définition et histoire, petit je vois sondage. que, je vois que je vais prendre une question, je vais lancer, hein, je vais lancer le sondage et je vais prendre une petite question qui me semble tout à fait pertinente maintenant dans l'introduction. Je lance quand même le petit sondage. Donc, pour quelles raisons nous avons adopté la facturation? Savez-vous pourquoi on a adopté la facturation électronique? Et si oui, quelles sont les raisons? On les a mentionnées, hein. Normalement, vous devez avoir les raisons de pourquoi la facturation électronique. Euh, Peut-être aussi, Eric, je vois dans le chat que Virginie euh, a une profession libérale paramédicale non assujettie. Elle n'est donc pas dans l'obligation d'utiliser PayPal. Néanmoins, ses fournisseurs l'obligent à utiliser PayPal pour ses factures. Est-ce que c'est Oui. normal? Alors, donc on va parler du médical paramédical et on va parler d'une exception. Donc, c'est l'article 44 du code TVA qui est dédié aux soins thérapeutiques. Et donc, dans le cas d'activité paramédicale, pour toutes les prestations, tant en antenne, donc ce qu'on peut recevoir comme facture de ses fournisseurs et ce qu'on pourrait émettre comme créance vers des tiers pour des prestations thérapeutiques, et donc le mot est choisi et cadré, donc certaines prestations sont dites thérapeutiques et d'autres pas, en termes du code TVA. Et donc si on reste dans le cadre de ces prestations thérapeutiques, eh bien, il y a une exemption qui est dictée par l'article 44 du code TVA, qui permet de ne pas utiliser l'échange de factures donc par le réseau PayPal. C'est tout à fait exceptionnel, c'est la seule exception. Hein, donc c'est toutes des prestations thérapeutiques, mais c'est une exception en fait qui est relativement problématique pour des paramédicaux. Je vais citer quelques exemples. Par exemple, vous donnez des formations. Eh bien, une formation, ce n'est pas une prestation thérapeutique. Et dans ce cas, vous devez passer par le réseau PayPal pour émettre une facture vers des collègues pour lesquels vous auriez donné une formation. Donc, si vous donnez une fois une formation par an, eh bien, vous devez être capable d'envoyer cette facture par le réseau PayPal. Et par exemple, vous pouvez avoir le même problème, par exemple, si vous vendez une voiture professionnelle, même chose. Et donc, là, je vais dévoiler une partie de la réponse du sondage. Une des raisons pour lesquelles PayPal a été mis en place par la Commission européenne, eh bien, c'est la lutte contre la fraude TVA, en particulier les carousels TVA. Et ce qui est visé en premier lieu dans les carousels TVA, c'est donc les facturations interpays de voitures. Hein, donc il y a de grosses fraudes de ce côté-là et sur les pertes qu'ont subi les États à cause de ces fraudes. On parle de centaines de milliards sur les années qui sont écoulées. Donc c'est gigantesque, hein, l'impact fraude
hein, sur les 20 dernières années. Donc, en fait, c'est vraiment indispensable de le faire parce que, quelque part, c'est nous, contribuables, qui payons cela, quoi. Donc, lutte contre la fraude, objectif numéro un, donc, de l'obligation de la facturation électronique sur PayPal, donc ici, pour le 1er janvier 2026, entre assujettis belges. Donc, l'obligation n'est que entre assujettis belges pour le moment, même si donc tous les pays vont devoir y passer, tous les pays de la CE devront y passer donc pour le 31/12/2029. Mais donc, pour la deuxième partie de la question, si elle est dans le paramédical non assujetti, on ne peut pas l'obliger de passer par PayPal pour recevoir des factures. Oui Alors, ou non? légalement, on ne peut pas l'obliger, ça c'est Mhm. tout à fait exact, hein. Donc, si elle est bien donc, dans cet article 44, il n'y a aucun souci, donc elle n'est pas obligée de le faire. Cela étant, je vais citer un cas de client, donc une ASBL belge, qui envoie des factures à un centre de recherche norvégien, qui, lui, est sur PayPal, et donc il n'est pas assujetti à la TVA non plus. Eh bien, le centre de recherche a envoyé un mail à l'association belge en lui disant: écoutez, dorénavant, on veut plus de factures au format PDF, c'est sur PayPal, sinon on ne vous paye plus. Et donc, personne ne peut obliger et contraindre. Cela étant, quand on est face à ça, ben, qu'est-ce que vous voulez faire à part rentrer sur le réseau, quoi? Je veux dire, Hmm. où vous perdez la collaboration, quoi. Donc, quelque Ok. part, il y a la question de la domination dans la relation. Si vous êtes en face d'un client ou d'un fournisseur que vous impose cela et que vous n'êtes pas en position commerciale de refuser, ben, vous devrez vous y soumettre, mais ce n'est pas un problème légal, c'est un problème commercial, quoi. Ok, Ouais. donc pas d'obligation vraiment légale, mais tout le Difficile monde de s'y soustraire. comment... Dans Ouais. certains cas, ça peut être difficile de s'y soustraire. Et donc, je vais même alors un pas plus loin. En réalité, dans les paramédicaux médicaux en général, en fait, on a beaucoup voilà, de professions libérales qui s'enregistrent sur le réseau PayPal par facilité. Parce que le fait d'être enregistré dessus, leurs fournisseurs leur envoient leurs factures et leurs créances. C'est le cas, par exemple, des compagnies d'assurance. Les compagnies d'assurance ne sont pas obligées, là, elles ne sont pas assujetties à la TVA. Mais pourtant, elles y sont toutes parce que c'est très pratique et je suis le premier à en être satisfait, puisque toutes nos créances, toutes nos quittances d'assurance arrivent enfin centralisées et de manière structurée pour être intégrées dans nos logiciels de comptabilité de manière automatique. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose de formidable, en fait. Et donc, même si on n'est pas assujetti à la TVA, c'est plus facile. Alors, c'est plus facile donc, pour cette collecte d'informations. Mais si vous utilisez une plateforme qui le permet, vous pouvez aussi mettre cette facture au paiement en un clic, en un simple clic, en fait. Hein. Donc, générer la liaison vers votre app de paiement ou scanner un QR code grâce à cela et vous retrouvez avec une facture payée en un claquement de doigts, quoi. Donc ça, c'est aussi un avantage ou des avantages qui ne sont pas négligeables. Donc même si on n'est pas obligé de rentrer sur le réseau, et on le voit par exemple dans les ASBL qu'on a aussi comme clients, tout le monde y passe en fait parce que c'est plus facile en fait. Ok. Mais du coup, on va voir si ça se retrouve aussi dans le sondage. Savez-vous pour quelles raisons nous avons adopté la facturation électronique? 83% de nos répondants ont répondu non. J'espère déjà que là, avec les quelques paroles, les choses que tu as mentionnées, ils auraient changé leur vote. Voilà. Et je vais regarder un peu pour ceux qui savent pour quelles raisons, ceux qui nous ont mis facilité. Voilà, la facilité, c'est le maître mot des raisons pour lesquelles adopter la facturation électronique selon nos webinaux de ce soir. Voilà, donc on va passer au slide suivant où on va justement expliquer un petit peu l'origine et pourquoi est-ce que on a cette situation aujourd'hui. Et on va comprendre en fait que ben, voilà, c'est un système européen et donc la motivation de la Commission européenne, c'est la lutte contre la fraude, mais aussi par le titre même du projet de digitalisation qui est derrière ça, c'est VAT in a Digital Age. Donc c'est la TVA dans le monde digital.
Et donc, en fait, il est question en fait de modernisation, hein, de rentrer dans un monde numérique d'efficacité pour les échanges des créances entre assujettis TVA, certes pour lutter contre la TVA, mais aussi pour faciliter la vie des échanges entre entrepreneurs qui de toute façon, pour ces factures, doivent déclarer, doivent les mettre à disposition en première demande à un fonctionnaire de l'État. Et donc, en fait, en aucun cas, ça ne peut être un outil pour intercepter ou faire quoi que ce soit qui pourrait entraver l'échange entre entreprises, que du contraire, c'est vraiment pour faciliter. Et on ira plus loin encore à l'avenir puisque, outre la facture, le réseau PayPal permet d'échanger bien d'autres documents comme des offres, des bons de commande, des bons de livraison et j'en passe bien d'autres. Donc, Et sur ce slide, on voit aussi l'acronyme, ce que signifie l'acronyme PayPal. voilà. Donc, Ça, c'est pour briller en société, hein. c'est ça, oui. Si vous voulez voilà, faire l'intéressant, il n'y a pas de problème. Vous dites Pan-European Public Procurement Online. Donc, en fait, à l'origine, cet outil a été créé par la Commission européenne, donc mis en service en 2012, déjà, pour l'échange d'appels d'offres de fourniture de services, donc pour les administrations, entre administrations européennes. Et donc, en fait, le système a été élargi donc, jusqu'à la facture et puis ouvert au secteur privé. Et enfin, maintenant, rendu obligatoire pour une de ses fonctionnalités, à savoir l'échange des factures, en sachant que, ben, bien sûr, comme je le disais tout à l'heure, vous pouvez échanger bien d'autres documents par cet outil, ce qui ben, va permettre de voir fleurir dans les logiciels que vous avez déjà choisis ou que vous choisirez des fonctionnalités nouvelles d'échange avec vos clients et vos fournisseurs. Donc, on comprend tout de suite que si vous avez des relations soutenues avec quelques clients ou quelques fournisseurs, eh bien, le flux va être très, très amélioré, hein, très simplifié, en fait, et systématisé, ce qui peut faire gagner un temps infini, en fait, hein. Voilà, donc Mhm. c'est quelque chose de positif, surtout donc, pour ces entrepreneurs qui ont des flux qui sont très systématiques et volumineux, quoi. Et on voit aussi la portée à l'Europe, hein, aussi dans Oui, le pan-européen, parce que je vois Nelly qui nous dit qu'elle a des clients luxembourgeois avec un numéro de TVA juin. luxembourgeois. Ouais. Et effectivement, le Luxembourg n'est pas encore obligé de passer par PayPal. L'obligation n'est que entre assujettis TVA belges, mais ils peuvent déjà passer par PayPal. Et puis, ils Oui, devront y passer à un moment donné. oui, tout à fait. Mais donc, on a déjà beaucoup d'assujettis luxembourgeois dont on s'occupe, hein, notre Mhm. clientèle qu'on a monté dans le réseau PayPal. Et alors, il y a encore une particularité, c'est que pour des entreprises qui sont proches de nous, comme les luxembourgeois, se sont vus, dans certains cas, imposer un numéro de TVA belge. Donc, en fait, une Ah bon? entreprise luxembourgeoise peut se voir imposer par donc l'administration TVA belge un numéro de TVA belge et donc de faire des déclarations TVA belges alors qu'ils sont ressortissants luxembourgeois. Et ce principe, en fait, fonctionne dans tous les sens avec tous les pays d'Europe. Donc, un Belge peut avoir un numéro de TVA luxembourgeois ou un numéro de TVA français. Dans nos clientèles, on a des entreprises qui ont plusieurs numéros de TVA de différents pays d'Europe et sont obligées de réaliser autant de déclarations de TVA que ce qu'ils n'ont de numéro de TVA. C'est souvent quelque chose qui est imposé donc par les administrations en fonction du chiffre d'affaires réalisé dans le pays de destination. Et donc évidemment, pour des luxembourgeois qui travaillent beaucoup en Belgique, eh bien, on est sur un cas d'usage qu'on rencontre régulièrement. Et donc là, on se retrouve alors avec donc des onboarding, donc des enregistrements sur le réseau PayPal avec le numéro de TVA luxembourgeois pour une entreprise, mais en plus un deuxième enregistrement avec le numéro de TVA donc belge. Voilà. Donc, et ça pourrait encore être ouais. Cas particulier évidemment, hein, on n'a pas voilà, on n'a pas ça tous les jours. Mais pour PayPal, on est bien d'accord que on peut faire vivre les deux systèmes. Envoyer des factures via PayPal et envoyer des factures qui ne sont pas via PayPal à des personnes qui ne sont pas dans l'obligation d'utiliser PayPal. Absolument. Donc, imaginons que donc vous êtes belge et vous devez envoyer une facture à un luxembourgeois.
Donc là, on n'est pas dans le cadre de l'obligation légale imposée depuis le 1er janvier 2026 sur la facturation électronique structurée par le réseau PayPal. Et dans ce cas, ben, vous pouvez toujours continuer à lui envoyer par le moyen que vous utilisiez antérieurement. Email, en main propre, voilà, c'est toujours valable. Hein. Donc en fait, en termes de facturation, il y a qu'un seul original. Hein. Donc c'est celui que vous voulez bien transmettre à votre interlocuteur, peu importe son format. Quoi. Mais voilà, je réaborderai cette question Oui, d'original plus tard et oui, voilà, oui, on verra c'est quoi de- un original via PayPal aussi, hein, oui, absolument. Donc, Pan-European Public Procurement Online et permet d'échanger beaucoup plus de documents que simplement une facture et ça, on va pouvoir bénéficier de ces services déjà pour certains applicatifs déjà maintenant, mais de plus en plus dans le futur. Donc, tout ça est régi donc, par une ASBL belge qui dépend de 17 pays de la communauté européenne. Donc, il s'agit d'un projet solide. Hein, il y a 17 modérateurs donc, qui sont des représentants légaux, fonctionnaires des États membres. Et donc, on est sur une structure parastatale qui dépend de l'Europe. Donc, on est sur quelque chose qui est pérenne, qui va tenir le coup, qui est bien géré. Il ne s'agit pas d'un petit réseau indépendant, ouvert. On n'est pas sur un truc non sécurisé comme on peut le rencontrer sur Internet. Tout le monde est identifié, on sait tout tracer. Donc tout ça est assez sérieux, je vais dire, dans l'organisation, la structure et le fonctionnement. Quoi. Oui, j'ai fait petite fausse manipulation. Alors, un point sur la question la question de la standardisation de la facture, des factures. En fait, ce qui est envoyé, ce n'est pas un PDF, hein, c'est un fichier dit XML. Donc, vous avez des fichiers .doc hein, pour des Word, vous avez des fichiers XLS pour des Excel, et vous avez des fichiers XML qui sont des fichiers structurés, des fichiers texte dans lesquels il y a un enregistrement dit structuré qui est standard, donc compréhensible par tous les logiciels qui sont capables d'envoyer et de recevoir des factures par le réseau PayPal. Et donc cette standardisation, cette structure, en fait, permet à tous les logiciels de se comprendre, de comprendre l'entièreté du contenu de la facture, ce qui est un gros regret technologique, puisque grâce à ça, on va avoir un enrichissement de l'information dans les logiciels, ce qui va permettre en fait d'avoir des statistiques, du traitement de l'information bien plus évolué que ce que l'on a maintenant dans des programmes de comptabilité où parfois les factures ne sont réduites qu'à une seule ligne avec un compte d'imputation et un code TVA, ce qui va permettre à des intelligences artificielles et à des outils statistiques de vous sortir, par exemple, des prix de revient ou des statistiques de vente plus pointues, plus adéquats et peut-être permettre aussi à des comptables d'être plus performants dans la partie comptabilité de gestion pour renseigner donc les entrepreneurs sur, par exemple, les investissements à faire en fonction des revenus qu'ils arrivent à générer par groupe de vente ou famille d'articles ou que sais-je. Est-ce que, Eric, tu nous montrerais à quoi ressemble un XML maintenant ou on attend un petit peu Ah, la suite? On on peut. regarde? Parce que c'est vrai que ça peut faire mal à l'œil nu. Voilà. Et donc, on voit pas grand-chose. Et du coup, On voit pas grand-chose, mais on voit quand même, voilà, le nom du fournisseur, par exemple. On peut voir un peu plus loin le nom du client, ici. On arrive quand même à lire, mais je veux dire, ce qu'il faut comprendre là-dedans, c'est que c'est structuré, donc un mhm. ordinateur, un logiciel, une intelligence artificielle peut s'y retrouver aisément, quoi. Et Et ce qui ça peut être lu par plein de logiciels. Et on retrouve, enfin, pour le lire à l'œil nu, le logiciel interprète ce type de document pour qu'on puisse le lire de manière naturelle. C'est bien ça, hein. Oui, tout à fait. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que la partie visuelle, en fait, est encryptée dans un des champs. Hein. C'est cette longue chaîne là, voilà, qui est totalement Sans fin. illisible. Ben, ça, c'est un PDF, en fait. Tout ce Mhm. qu'on Ah voit ouais, là, je vois c'est un application slash slash PDF. PDF. Donc, ça, le PDF est à l'intérieur de la facture électronique, est à l'intérieur du fichier XML. Donc, cette longue chaîne, parfois, elle n'est pas présente dans des fichiers XML. Ça arrive qu'on reçoive des factures et la représentation graphique de la facture n'existe pas. Vous allez me dire, oui, mais comment est-ce que je fais pour la voir alors? Hein, Mhm. donc, là, ce sont vos logiciels.
qui vous permettent donc hein, de traiter ces factures qui vont vous afficher le contenu. Et donc là, vous arriverez à en faire une interprétation, allez, humaine, je vais dire, quoi. Mais donc, voilà, pour dire que vous avez vu une facture, c'est, voilà, comme je le disais, un outil standardisé et ça permet donc au logiciel de travailler dessus. Je propose de faire un saut sur la petite vidéo d'explication sur comment on peut faire transiter une facture, comment le réseau fonctionne. Et puis on reviendra peut-être un peu en arrière sur d'autres éléments. Alors, on peut assimiler le fonctionnement du réseau avec l'envoi d'un email. Donc c'est un parallélisme qui est supporté puisqu'on a un émetteur, un récepteur, on a un réseau entre les deux et un acheminement de la facture. Alors, je fais une petite pause ici. Donc, pourquoi est-ce que je parle d'échange de mails? On peut imaginer avoir chez l'émetteur un logiciel d'envoi de mails comme Outlook, chez le récepteur un récepteur donc, qui va peut-être utiliser Gmail. On va avoir du côté Outlook un utilisateur qui va utiliser Proximus, le fournisseur de services, pour s'échanger ses emails. On va avoir le destinataire qui, lui, va utiliser Gmail, par exemple, donc ce sera Google. Ah, j'ai encore perdu ma facture, je suis désolé. Perdu ton slide, perdu ton Oui, slide. je suis Ça y est, désolé. tu parles déjà en facture. Chaque slide est une facture. Je crois que j'ai un petit problème avec mon scroll de ma souris, excusez-moi. Et donc, pour revenir à cette comparaison, elle est supportée aussi par l'idée que désolé, hein, mais je vais y arriver, je vous le promets. Voilà. Voilà. Donc, je lâche ma souris. Donc, là où la comparaison est supportée aussi, c'est que l'émetteur et le récepteur ont une adresse. Donc, c'est un identifiant PayPal. Donc, toutes les personnes qui sont enregistrées sur le réseau ont leur propre identifiant qui varie en fonction des pays. Et par exemple, pour la Belgique, bien, c'est 0208, deux points, le numéro d'entreprise, le numéro de TVA. Où on peut avoir Ok. une variante aussi, on la verra tout à l'heure, je vous montrerai en fait à quoi ressemblent ces adresses et sur quel site vous pouvez aller aussi pour retrouver votre adresse, savoir si vous êtes bien présent sur le réseau et éventuellement retrouver d'autres clients, fournisseurs sur le réseau. Donc il y a un moteur de recherche type Google, je dirais, pour retrouver donc vos adresses et vos identifiants. Donc PayPal, entre guillemets, n'est qu'un réseau. Et pour rappel, on s'inscrit pas directement sur PayPal, c'est ce que tu disais au début. On s'inscrit via notre logiciel de comptabilité. Euh, il faut quand même faire la démarche parce que je vois dans le chat, il y a des questions qui se posent. Ah ben, si je suis inscrit sur Falco, je suis inscrit sur PayPal. non, Non, il faut quand même faire quelques clics oui. et cliquer je m'inscris sur PayPal dans l'outil que vous utilisez, l'outil comptable que vous Oui. utilisez. Donc en haut à gauche, vous avez échange documents électroniques PayPal. Et là, vous devez faire l'enregistrement, l'inscription sur le réseau, hein. Donc, et ça, c'est un principe général, quel que soit l'outil ou la plateforme, fût-elle web ou programme de comptabilité intégré comme Falco avec Horus ou ERP, dans tous les cas de figure, une fois que vous avez fait l'acquisition de votre plateforme ou la location de votre plateforme, vous devez vous enregistrer sur le réseau PayPal. Et donc, à partir de là, vous serez à même de recevoir ou d'envoyer des factures. Et vous aurez également normalement la possibilité éventuellement de vous désenregistrer, de sortir du réseau PayPal avec cette application-là pour vous réenregistrer avec une nouvelle. Donc, si vous décidez de changer, vous devez, avec l'ancienne, vous désenregistrer pour vous enregistrer avec la nouvelle dans un second temps, en fait, hein. Alors, pour revenir donc à la petite explication ici, bien si on continue, on se rend compte qu'on a une première démarche au moment où on réalise sa facture avec donc sur le logiciel de facture, l'émetteur en fait au moment où il fait l'envoi va interroger son fournisseur de service pour voir si le destinataire est bien sur le réseau. Donc ça c'est immédiat. Donc on sait quand on crée sa facture si son interlocuteur est présent sur le réseau et on le sait immédiatement. Et Et donc ça s'il fait n'est pas présent sur le réseau, hein, je ouais. pose la question, s'il n'est pas présent sur le réseau, on envoie comment notre facture?
comme avant. Donc, email, imprimé en main propre, pigeon voyageur, ce que vous voulez pour envoyer votre facture. Mais donc, ça me fait aborder aussi une question de la responsabilité, en fait. Si Mhm. j'ai un client à qui je dois envoyer une facture et que ce client n'est pas sur le réseau, alors qu'il devrait y être, puisqu'on est après le 1er janvier 2026, je suis assujetti TVA, j'émets une facture vers un autre assujetti TVA belge et mon destinataire n'est pas sur le réseau. Eh bien, dans ce cas, vous pourrez l'envoyer par n'importe quel autre moyen. Si vous l'imprimez, vous le donnez en main propre, eh bien, cette facture en main propre devient l'original. Si vous l'envoyez par email, eh bien, ce fichier PDF que vous envoyez par email, ce deviendra l'original. Si vous générez un fichier XML avec votre logiciel et que ce fichier XML, vous le mettez dans un email et que vous l'envoyez à votre destinataire, c'est ce fichier XML qui devient l'original. Donc, c'est vous qui décidez ce qui va être en fait finalement l'original. Cela étant, vous n'êtes pas en infraction, vous, émetteur de facture vers un destinataire qui ne serait pas en norme. Le destinataire, lui, est en infraction. S'il devrait être sur le réseau, il devrait être disponible et c'est lui qui aurait potentiellement une amende de 1 500 euros, voire 3 000, voire 5 000 après troisième constat espacé de 3 mois. Et donc vous, bien sûr, vous devez envoyer aux factures puisque votre destinataire, votre client bénéficiait de services ou de produits. Et donc, il faut que vous soyez payé, donc vous devez transmettre cette créance. Donc, ça sous-entend également que toute la législation en dehors du fait de l'obligation de l'envoi par le réseau PayPal reste d'application. Donc, l'éligibilité d'une créance, mais les règles n'ont pas changé. Intérêt de retard, clause pénale, voilà, ces règles n'ont pas changé. Recouvrement, application des conditions générales de vente, tout ça, c'est toujours d'application exactement comme avant, quoi, en fait. Hein. Donc rien ne change de ce point de vue-là, peu importe le moyen par lequel la facture est envoyée, ce n'est pas le vecteur qu'on utilise pour envoyer une facture qui fait son éligibilité. J'ai déjà entendu des gens qui disent ah oui, mais elle n'est pas arrivée par PayPal, donc je ne la paie pas. Ah ben oui, mais oui, mais là il y a un problème. Quoi, hein. Imaginez que on sait pour le moment, en fait, qu'il y a des problèmes d'adoption sans sous. Il y a même pas mal de factures qui ne partent pas vers le réseau PayPal parce normalement, elles devraient. Si toutes ces factures n'étaient pas valables, vous imaginez la catastrophe d'un point de vue produit intérieur brut, recettes TVA et compagnie. Donc, ce serait inacceptable. Hein, donc, Ouais, ouais, et là, on serait vraiment fâché sur PayPal. voilà. Donc, la facture est éligible, peu importe le moyen que vous employez pour envoyer la facture. Donc, on a un système donc, à quatre coins, un émetteur, un récepteur, un fournisseur de services pour l'émetteur, un fournisseur de services pour le destinataire. J'envoie ma facture, premier test, est-ce que mon destinataire est présent sur le réseau? Si oui, eh bien dans ce cas, le logiciel va être capable de faire l'expédition de la facture, donc l'expédition du fichier XML par le réseau PayPal, grâce à son identifiant, son adresse de destination, et la facture sera acheminée jusqu'au destinataire. Et donc, une fois que donc, ce destinataire aura relevé sa facture, eh bien, il y aura l'émission d'accusé de réception. Donc, le logiciel des destinataires va émettre un accusé de réception qui va être acheminé en sens inverse vers le logiciel de l'émetteur. Donc, il y a plusieurs types d'accusés de réception. Un premier type d'accusé de réception technique, où eh on a une information selon laquelle la facture est bien arrivée. Et il y a une seconde information qui est plutôt un business status, donc un statut business, qui est constitué de 7 ou 8 statuts, je ne sais plus maintenant, et donc qui va être par exemple facture acceptée, facture refusée, facture payée, complément d'information et je ne sais plus quoi d'autre. Donc, ces business status ne sont pas toujours supportés par tous les logiciels, mais le réseau permet de le soutenir, et donc on a des logiciels qui permettent de le faire, quoi, de l'utiliser. Ça. Si je reprends un exemple avec nos webinautes de ce soir, Nelly est sur Falco. Elle s'est inscrite en cliquant je m'inscris sur PayPal. Elle envoie donc une facture à, je vais prendre Jennifer qui est sur TwinTax. OK. Euh,
Et là, Jennifer, je suppose qu'elle s'est aussi inscrite sur PayPal via TwinTax. Nelly envoie donc sa facture via Falco. Ça s'envoie. Vu que Jennifer est sur le réseau, elle reçoit, elle peut l'envoyer. Et donc, quand la facture est envoyée, elle reçoit un accusé de réception. Et voilà. Et donc, C'est la tout, oui, oui. facture via PayPal, en fait, passe finalement de Falco à TwinPax, de Nelly à Jennifer, aussi simplement que ça. Oui, oui, et c'est instantané. Voilà. Enfin, il y en a certains fournisseurs de services où parfois il y a un petit peu voilà, plus de temps, mais allez, je vais dire, nous on utilise beaucoup Codabox, Flowin pour ça, et donc on a des résultats relativement rapides quand on parle de quelques secondes, quoi. Donc Et c'est donc, Nelly relativement et rapide. Jennifer pourraient s'envoyer des factures PayPal aussi facilement Oui, oui, oui. qu'avant. C'est rapide. On le verra dans l'autre vidéo pour la démonstration. Je vais faire une réalisation de facture, envoi réception. Donc on va voir que c'est assez, en réalité, simple, hein. Voilà. Donc euh, régulièrement, quand voilà, je donne ce genre de séminaire, je suis en face de voilà d'utilisateurs qui font des factures dans Word ou dans Excel. Donc ça, c'est clair que c'est terminé, hein. Donc ça, c'est Mhm. fini. Donc on ne pourra plus faire ça. Il faut absolument utiliser un logiciel ou une plateforme web, hein. Mais donc, quand on n'a jamais fait de facture, je vais dire avec des logiciels comme ça, ben la première, parfois c'est un petit peu compliqué, on doit suivre un tuto, mais une fois qu'on est rodé, vous verrez dans la vidéo, ça se fait en un claquement de doigts, quoi, hein. C'est quand même vachement plus rapide que de faire ça dans Excel ou dans Word, quoi, hein. Même s'il y a Ouais. certains automatismes qui peuvent être faits, je peux vous dire qu'il y a des logiciels qui vont très très vite, qui sont très efficaces, quoi. Donc voilà le principe général. Il s'agit de l'acheminement de factures avec un système à quatre coins. C'est sécurisé. Donc ça veut dire que personne ne peut intercepter cette facture, même pas l'État. Ça veut aussi dire que la facture ne reste pas disponible sur le réseau PayPal. La facture n'est pas stockée sur le réseau PayPal. Elle reste temporairement le temps d'acheminement. Une fois qu'elle est acheminée, elle est censée disparaître du réseau. Et donc à ce moment-là, eh bien, si vous voulez mettre à disposition cette facture à un tiers, vous devez expédier cette facture XML par un autre moyen. Il y a des projets en fait de l'administration, hein, pour éventuellement faire des flux parallèles, donc une expédition en parallèle de ce schéma-ci pour transmettre en fait les factures vers l'administration en direct pour générer automatiquement les déclarations TVA. Mais on est encore loin de tout ça. Ce sont des projets qui sont. Il n'y a pas de cadre légal encore. Enfin voilà. Mhm. C'est du projet. Oui, Voilà. je me rappelle aussi dans les premiers webinaires que tu as donnés, il y avait cette peur de la part des spectateurs des webinaux de flicage de la part de l'État. Mais en fait, ce n'est pas possible via PayPal de fliquer actuellement. Ah oui, non, non, non. Si, c'est comme, en fait, vous êtes dans la même situation que maintenant, à savoir que l'administration, le seul moyen qu'elle a pour obtenir une facture, c'est de vous la demander. Voilà. Donc, il y a rien qui change de ce côté-là. Comme avant, en fait, hein, pour avoir une copie de votre facture, à part vous la demander, il n'y a pas d'autre solution, quoi. Enfin, de la demander au client ou au fournisseur, quoi. Donc c'est clair que donc il n'y a pas de possibilité à travers le réseau PayPal d'obtenir cette facture-là pour le moment. Et il n'y a pas de cadre légal pour ça non plus. Voilà. Michel nous pose la question, et dans ce système, qui fait la comptabilité de ces transactions? C'est le comptable. Mais, en fait, le logiciel que vous allez choisir, il sera capable ou non de faire de la comptabilité. Donc, vous pouvez avoir un programme de facturation qui sera capable d'émettre des factures, qui sera capable de réceptionner des factures, mais qui ne sera pas capable de faire une déclaration TVA ou un bilan. C'est le cas, par exemple, de Falco, hein. Vous parlez de Falco. Falco, vous savez émettre des factures, vous savez recevoir des factures, et vous savez éventuellement consulter des chiffres comptables, mais vous ne savez pas, par exemple, faire une déclaration TVA ou faire un bilan. Ça, c'est Horus qui le fait. Donc, Horus, c'est, je vais dire, le logiciel principal auquel Falco se rattache. Et le logiciel principal, donc, c'est Horus Software que les fiduciaires, que les comptables utilisent. Et donc, on connecte un Falco à cette version fiduciaire, ce qui permet d'avoir un échange en flux tendu entre l'entrepreneur et la fiduciaire, ce qui est pas mal pour avoir, hein, des échanges sur des situations comptables, sur l'encours client, l'encours fournisseur, balance et compagnie.
faire l'échange des factures d'achat, faire l'émission de ces factures. Donc, on a un outil synchronisé avec son comptable, ce qui est très chouette, hein, puisque ça permet bien sûr d'avoir des facilités de communication avec son comptable et en même temps, avec des plateformes comme celle-là, vous pouvez directement les mettre au paiement aussi. Donc, on peut faire d'une pierre trois coups. C'est sa réception de facture, son échange comptable et en même temps le paiement. Donc, sa facture est entièrement traitée par un outil comme celui-là. Donc, je reviendrai un peu sur les différentes familles d'outils, hein. Ça, c'est la deuxième famille d'outils, c'est les logiciels donc intégrés au comptable, mais qui ne conviennent pas à tous les cas d'usage, hein. Ça peut être une bonne solution dans beaucoup de cas, mais il y a aussi beaucoup de cas où il faut trouver une autre solution que celle-là, et on les abordera un petit peu plus loin. Quand on Voilà. est dans du B2C, on va dire, donc par exemple, là, je prends un psychologue euh, qui veut faire des factures, mais de manière anonyme, parce que en tant que psychologue, apparemment, ils ont le droit de faire d'un carnet de facturation. Est-ce que là, elle doit passer par PayPal et que se passe-t-il en cas de contrôle, quoi? Donc, typiquement, on est sur des ventes pour des prestations non assujetties. Mhm. Dans ce cas, on n'est pas dans le cadre de l'application donc de la législation Donc, sur la pas de PayPal. facturation électronique PayPal. Non. Pas de PayPal dans ce cas-là. Voilà. Et donc, toujours, on peut faire toujours de la même manière, de manière. Rien ne change, absolument. Mais par contre, si vous êtes psychologue, que vous êtes assujetti à la TVA, mais qu'à un moment donné, vous donnez une formation à des collègues, là, ça devra passer par PayPal. Vous vendez votre voiture à un assujetti TVA, un professionnel, et le véhicule est assujetti TVA, vous avez récupéré la TVA dessus, eh bien, il faudra que la vente passe par PayPal. Ok. Voilà. Donc, un petit cas d'usage typique. Voilà, donc je reprends le cours des slides. En De la fait, ici, présentation. hein, sur voilà, le cadre de standardisation, tout le monde a compris, hein, l'adoption Mhm. croissante, l'efficacité de l'échange, tout le monde a bien saisi cela. Ça me permet d'embrayer en fait finalement sur les questions en rapport avec justement la sécurité, avec la conservation de la facture, hein. La question du GDPR, donc le règlement général sur la protection des données, qui est une obligation européenne aussi. Et donc, en fait, les informations qui sont contenues dans les informations d'identification qui sont contenues dans une facture sont régies par le RGPD. Et donc, ça signifie que quand vous générez cette facture, que vous mettez les coordonnées de personnes et que vous les faites transiter par le réseau PayPal, eh bien, elles sont en sécurité. Vous respectez le GDPR, le RGPD à ce sujet. Et donc, il n'y a pas de problème. Par contre, une fois que ces factures arrivent sur vos systèmes, là, vous êtes responsable. Et donc, vous êtes responsable de la protection de ces données, de ne pas vous les faire pirater. Donc, avant, je vais dire, vous aviez une facture papier, vous l'en renfermiez dans votre classeur, dans votre armoire. On ne savait pas venir vous la chercher, ou il fallait vraiment qu'il y ait une infraction grave. En tout cas, pour peu que vous ne les ayez pas exposées au grand public, vous n'aviez pas commis d'infraction. Bien là aussi, vous devez respecter ça, vous devez fermer l'armoire. Fermer l'armoire, c'est quoi? Ben, c'est avoir donc la capacité de stocker ces fichiers XML qui sont les factures originales. Donc, c'est plus la facture qui est dans la farde, hein, c'est ce fichier XML qui est opposable au tiers, qui doit être transmis à un fonctionnaire de l'État à première demande. Et ce fichier XML, en fait, vous devez le protéger. Vous devez le protéger à plusieurs égards, donc le protéger contre le piratage et le protéger éventuellement contre la détérioration. Donc, le protéger avec des antivirus, avec des mots de passe, de la sécurité, avec des copies, hein, des backups, et des antivirus à jour et des mises à jour. Et donc, Je fais le lien avec d'autres webinaires organisés par le SNI qui parlaient de cybersécurité. Il y a aussi le Cyber Challenge qui est mis en place en ce moment. N'hésitez pas à aller visionner les webinaires sur la cybersécurité. Alors, c'est pas directement en lien avec PayPal, mais comme tu l'expliques, ça fait partie de la protection des données, protéger son PC, protéger toutes les données du client. Je vous mets le lien des replays des webinaires dans le chat. voilà, disons que les bonnes pratiques, c'est des copies de sécurité, des antivirus, des mises à jour,
et des mots de passe de sécurité à renouveler régulièrement. Donc il faut quand même être prudent de ce côté-là. C'est une obligation pour vous en fait de pouvoir conserver vos factures originales à minima 7 ans. Donc les fichiers XML, vous devez à minima les conserver 7 ans, voire plus. Et plus, c'est la durée d'amortissement d'un bien. Donc si vous faites acquisition d'un bien et vous amortissez 15 ans ou 20 ans, eh bien, vous devez être capable de restituer la facture originale tout au long de la durée de l'amortissement de ce bien. Hein, donc c'est important donc oui, de pouvoir avoir des copies de sécurité et 20 ans c'est une éternité hein, en termes informatiques. Hein, donc c'est clair que c'est un challenge Oui. et donc à travers ça, avoir des copies de sécurité sur des clouds, avoir des copies de sécurité chez vos comptables par exemple, c'est voilà, certainement très intéressant. Pour des professions paramédicales, Mhm. Docker, c'est une bonne solution. Donc, Ok, on nous a parlé de Dockel dans le chat. Qu'est-ce que c'est Dockel? Est-ce que c'est suffisant pour PayPal aussi? oui, mais en tout cas, pour la question de la réception, c'est pas mal. Donc, en fait, pour tous les métiers où il y a essentiellement de la réception, où il n'y a que de la réception, donc c'est pour ça que je parlais des paramédicaux médicaux, donc hein, tout ce qui sont tous les entrepreneurs, les professions libérales qui sont donc en rapport avec l'article 44, Dockel, c'est une belle solution parce qu'ils ont une vocation en fait de stockage, d'archivage de données. Donc en fait, vous faites d'une pierre deux coups, vous mettez en conformité avec le législateur ou simplement si vous n'êtes pas obligé de le faire, ben vous facilitez la vie avec un portail qui est gratuit en réception. Donc en envoi de facture, ben, c'est payant. Et pour la réception des factures, c'est gratuit. Et donc, ça vous permet en fait d'être inscrit sur PayPal gratuitement et d'avoir le stockage de vos factures dans un environnement qui est plutôt sûr, puisque Dockel, on a quand même des banques qui leur font confiance. Hein, donc, c'est quand même voilà, un outil qui a une certaine aura en termes de stockage de données. Vous avez beaucoup de grosses structures qui sont intégrées à Dockel où vous retrouverez ben voilà, vos contrats bancaires ou que sais-je d'autres, assurances et autres dessus. Donc, ce qui est plutôt pas mal, en tout cas pour le paramédical, donc pour la réception de ces factures donc, sur le réseau PayPal. Voilà, donc Voilà, Dockel, c'est pas mal. oui, absolument, absolument. Voilà, j'ai abordé hein, déjà la diversité des acteurs, le rôle gouvernemental, l'évolution du réseau, donc tout ça a déjà été abordé plus avant. On va reparler encore un petit peu des fonctionnalités, du principe, donc à quatre coins, hein, donc qu'on peut assimiler au fonctionnement donc de l'envoi d'un email. Je vous ai déjà montré cette vidéo aussi tout à l'heure. On a bien compris les questions de l'interopérabilité et l'accessibilité interentreprise, accessibilité interlogicielle, donc tout ça, c'est pas mal. Et on va pouvoir avancer alors sur donc, ben, les avantages réels hein, de fonctionnalité du réseau PayPal avec la réduction de coûts, une efficacité accrue, une gestion simplifiée et une information plus riche. Donc, ce que j'abordais tout à l'heure, c'était la question en fait de l'intégration des factures d'achat dans les logiciels de comptabilité qui parfois étaient réduits à une simple ligne avec un compte d'imputation, alors qu'on pouvait avoir sur cette facture des achats avec 50 lignes de marchandises. Quoi. Et donc, Hmm. euh, c'était un appauvrissement en fait, hein, puisqu'on perdait la richesse de toute l'information qui pouvait être présente dans ces factures et ça réduisait en fait la capacité qu'avaient les logiciels à faire des traitements intéressants en statistique comme des calculs de prix de revient, des coûts d'exploitation, ce genre de choses-là qui peuvent être très laborieux à faire pour des comptables. Hein, c'est un travail de fourmi puisqu'on doit travailler ligne par ligne. Mais si on intègre de l'intelligence artificielle à vos logiciels, on va pouvoir récupérer toutes les lignes de ces factures et on va pouvoir demander à l'intelligence artificielle de faire des calculs statistiques qui, c'est très long à faire pour des comptables. Et on ne souhaite pas que des comptables, en fait, fassent ce genre de travaux. Ce qu'on souhaite, c'est qu'ils vous renseignent et qu'ils vous aident à interpréter ces chiffres pour envisager, par exemple, les investissements réalisés dans le futur et à anticiper peut-être des évolutions de marché ou
constater des tendances sur votre exploitation, ce genre de choses-là. Donc, euh, Le là, comptable plus comme conseiller que plutôt comme en train de faire les petits calculs qui pourraient être oui, faits par les IA ou automatisés justement c'est pour lire directement sur les factures numériques. absolument. Donc en fait, ce qu'on sait, c'est que donc quand on regarde les études de comptable, 50% du temps de ces études sont consacrés donc à l'apprentissage de la comptabilité administrative et l'autre partie, les 50% sont consacrés à l'apprentissage de la comptabilité de gestion. Et c'est ce à quoi je fais allusion ici, le traitement des articles, les prix de revient, les coûts d'exploitation. Tout ça, c'est souvent négligé en fait par les comptables à cause de la charge administrative imposée par l'État et la charge technique nécessaire pour sortir toutes les déclarations. Ce qui fait que ben, la comptabilité de gestion est négligée. Eh bien, ce qu'on espère et ce qu'on voit déjà dans certains bureaux comptables, c'est que l'intégration de l'exploitation donc de ces factures structurées, hein, XML, format UBL, sont intégrées de manière massive et complète dans les logiciels de compta et de gestion et on commence à avoir des traitements statistiques un petit peu plus pointus. Je parlais de prix de revient, de calcul de prix de revient, c'est une atrocité à faire en fait dans les entreprises en général en termes de traitement de données, puis quand on a fini de le faire, les données sont déjà obsolètes. Donc voilà, alors que ben, si on a tous ces XML qui sont là, on fait travailler une intelligence artificielle dessus et on aura de bons résultats parce que les chiffres sont bien structurés. Donc, hein, on entend régulièrement parler d'erreurs commises par les intelligences artificielles. On parle d'hallucinations. Eh bien, elles hallucinent d'autant plus que l'information est aléatoire. Alors Mhm. qu'ici, on est avec une information structurée. Donc, on va avoir La un donnée est déjà résultat, triée, la donnée est voilà, déjà bien. Il faut bien quelqu'un clair, qui bien repasse sur net. les chiffres pour bien les remettre. Allez, je vais Ouais. dire, elle n'a plus que des additions à faire, quoi. Facile, enfin bon, facile, long, Ouais. mais facile, en fait. Hein, voilà. Et donc, après, il y a de l'entraînement à faire, parce que ben, c'est clair que il y a fort peu d'entreprises qui achètent un produit et qui le revendent tel quel. De l'autre côté, bien souvent, il y a des transformations, il y a des adaptations, il y a des ensembles, sous-ensembles, que sais-je d'autre. Donc, il y a quand même un petit peu de traitement, d'adaptation et de préparation à faire dans les logiciels, mais on pourra rapidement obtenir des résultats fiables et surtout à jour. Et donc, pour ce faire, on doit arriver à interconnecter les intelligences artificielles avec les programmes de gestion, de comptabilité. Et il faut ajouter pour cela une brique supplémentaire qui sont des outils de workflow comme N8N ou Make, qui sont des outils qui permettent de connecter toute une série de logiciels des programmes de comptabilité, des programmes de gestion, mais également vos boîtes mail, vos chatbots, vos outils d'intelligence artificielle comme Claude, comme le chat, comme voilà, ChatGPT et d'autres. Et donc, vous pouvez cumuler les modèles, cumuler les outils et établir un workflow, donc un schéma bloc avec une entrée, une sortie. Et donc, pour illustrer ça, en fait, chez nous, on a un collaborateur qui n'encode pas ses prestations, enfin, qui n'encodait pas ses prestations. Et donc, on lui a donné accès sur son smartphone à Telegram, donc c'est comme WhatsApp. Et il parle à Telegram, donc il parle à son téléphone en disant j'ai été chez tel client, j'ai réalisé une connexion à une imprimante, j'ai dû laisser un câble et je suis resté 1 heure et demie. Donc en fait, là, l'AI, grâce donc à ce workflow, retrouve le client automatiquement, l'encode, sélectionne les prestations, la durée, sait que c'est manifestement une prestation qui a eu lieu sur place, ajoute les frais de déplacement, ajoute le câble, pose éventuellement une question au collaborateur en lui disant quel type de câble, par exemple, et à ce moment-là, bien, la validation a lieu et la prestation est encodée et donc peut passer en facturation et suit son flux pour arriver finalement à la facture électronique structurée. Donc on arrive à le faire, c'est déjà la réalité, hein, donc c'est quelque C'est chose. génial. C'est génial, ça nous fait gagner du temps et du coup le workflow peut continuer jusqu'à la facturation vu que PayPal, on peut automatiser avec PayPal, quoi.
Absolument. Donc là, on a des flows qui sont super. Alors, on a également des travaux qui ont été faits sur des systèmes de contrôle. Donc, en fait, typiquement, ben, on peut avoir des systèmes où on a des réceptions de factures et on aura en vis-à-vis de ces factures des bons de commande fournisseurs. Et il est utile en fait de faire une comparaison entre son bon de commande et sa facture pour s'assurer qu'elle est conforme, que les prix, que les quantités, que tout ça est correct. Et bien donc on a automatisé grâce à ces workflows des traitements avec une intelligence artificielle qui détecte les erreurs et envoie un email automatiquement en disant cette facture-là, avec ce bon de commande-là, il y a une discordance. Et donc, il faudra peut-être travailler dessus. Et on a même fait un workflow pour un client où c'est l'intelligence artificielle qui envoie automatiquement le mail vers le fournisseur en détectant, en indiquant le numéro de document et l'erreur générée. Donc, ça, on a activé ça il y a 15 jours maintenant. Et donc, l'AI travaille toute seule. Donc, ça, c'est un de nos premiers vraiment flow entièrement automatisé, donc avec PayPal d'un côté et l'AI de l'autre. Et maintenant, ça en route en automatique. Et donc là-dessus, on a vu le taux d'erreur du fournisseur diminuer. Ah, directement en 15 jours de temps. Oui, Il y oui. avait tant d'erreurs que ça? Mais bon, on parle de milliers de factures par an entre un Mm. client et un fournisseur, et il y a voilà, toute une série de collaborateurs qui encodent. Et en fait, on sait que en fait, quelqu'un qui encode toute la journée, il fait entre 1 et 5 d'erreurs. Donc, Ok. 1 et 5 mais pas nécessairement sur le total, hein. Ça peut être juste un accent dans un libellé, ça peut être voilà, quelque chose qui n'a pas Ah oui, d'importance. pas que les chiffres, oui, Les c'est chiffres, hein, ça peut, voilà, c'est entre 1 et 5 d'erreur, peu importe voilà, où elle se situe. Et, l'adresse du client, le voilà, numéro de TVA, ouais. et donc, on voit une qualité des bases de données s'améliorer aussi, hein, dès qu'il y a plein de corrections qui ont lieu à gauche et à droite, alors que les bases de données vivaient comme ça avant. Donc, ouais, donc tout ça, c'est des grosses améliorations et des détections d'erreurs, hein. Pour parler sur des questions de fraude aussi et de sécurité, on a un client, donc un tout autre cas, hein, donc c'est pour la sécurité de l'échange des documents. Donc un client garagiste répond à des enchères régulièrement pour l'acquisition de véhicules avec un site d'enchères qu'il connaît bien. Il a déjà acheté plusieurs véhicules là-bas. Et il remporte une enchère pour un véhicule de 15 000 euros. Sa facture arrive par email, donc c'était Mhm. avant PayPal, hein, et il reçoit sa facture donc par sa boîte mail Skynet. Et donc, ce qui se passe, c'est que sa boîte mail se fait pirater. On modifie le numéro de Aïe. compte. Ils mettent dessus un cachet en disant attention, c'est un nouveau numéro de compte. Il reçoit la facture de bonne foi, fait le paiement et paf, 15 000 euros de perdu, quoi, en fait. Et ça, c'est quelque chose qui ne sera plus possible. Donc, avec le réseau PayPal, on n'arrivera pas on n'arrive pas à intercepter les factures, hein, entre un émetteur et un récepteur. Et en plus, on ne Donc peut là, pas on a intercepté la facture et quelqu'un a dit, ah ben falsifier. voilà, j'ai Ouais, changé de numéro et en gros, il a pris l'argent pour lui, quoi. Il est ouais, parti avec c'est les ça, 15 ouais. 000 euros. Oui, tout à fait. Ça, c'est quelque chose avec PayPal qui n'est plus possible. C'est pour ça que tout à l'heure, je suggérais à des gens qui font de l'international, qui bon, ont des interlocuteurs qui peuvent peut-être être présents sur le réseau PayPal ou même vous-même leur suggérer de passer sur le réseau PayPal si vous avez un peu de flux. C'est intéressant à faire pour garantir la sécurité des échanges. Parce que, bah, par exemple, vous recevez des factures de Chine et bah, vous ne savez pas toujours si vos factures sont correctes parce que ben, vous ne connaissez pas les standards chinois, quoi, en Mhm. fait, hein. Là, par le réseau PayPal, ben, ça fonctionne, quoi, hein. Vous êtes certain que votre facture arrive, quoi. Et on a un client où c'est le cas, quoi, en fait, hein. Donc, ils ont. Et donc, le client chinois passe par PayPal aussi avec, Oui, avec son PayPal. il était déjà enregistré sur le réseau PayPal, ce fournisseur-là. Donc, c'est un Ah, fournisseur, génial. hein, ouais. Oui, donc il y en a, hein, on a des cas d'usage où c'est bien plus répandu qu'on peut l'imaginer, quoi, en fait. Donc voilà. Donc en gros, l'intelligence artificielle avec la structure de la facture PayPal, ça va permettre des choses formidables en termes d'évolution de traitement de données et d'exploitation, en fait, et d'automatisation. Donc vraiment, il faut s'accrocher là et rentrer dans la fonctionnalité, dans le flux PayPal là maintenant, quoi. Et là, Eric,
c'est l'informaticien de gestion qui parle aussi. Oui. Est-ce que nous, euh, en tant qu'indépendants, en tant que profession libérale, on va mettre en place ces workflows ou on va demander à quelqu'un, on va utiliser un logiciel et ce logiciel va faire pour nous ce workflow? Ou est-ce qu'on Donc, doit le faire nous-mêmes? alors, on va avoir plusieurs cas d'usage, hein. Donc, on va parler un peu des types d'applications et des interlocuteurs et des cas. C'est clair que si, on parlait tout à l'heure de profession paramédicale, on peut parler par exemple d'entrepreneurs dans le bâtiment, on peut parler voilà, d'un tas de métiers qui ont des applicatifs spécialisés. Et bien donc, dans ces applicatifs spécialisés, on va voir fleurir des fonctionnalités avec des intégrations d'intelligence artificielle. Le cas du bâtiment typique, c'est Virtuosa. Donc, Virtuosa, qui est un logiciel qui est dédié aux gens du bâtiment. Et dedans, vous avez la possibilité, avec votre smartphone, lorsque vous êtes en clientèle, de dicter à votre intelligence artificielle, donc qui est interconnectée à Virtuosa. Et Virtuosa donne l'accès en direct. Vous n'avez pas de paramétrage, de configuration à faire ça. C'est une fonctionnalité qu'on active. Eh bien, vous pourrez dicter en fait à votre smartphone, donc via l'app de Virtuosa, les informations que vous collectez sur votre chantier, et l'intelligence artificielle rédige le devis tout seul, quoi. Et Dieu sait si pour les gens du Mhm. bâtiment, la réalisation de devis est quelque chose de fastidieux, quoi. Donc ça, Ouais, donc c'est voilà. c'est génial et d'où l'importance, et ça aussi on va en parler, l'importance de choisir le bon outil qui correspondra, de ne pas utiliser Virtuosa pour un kiné. Voilà, exactement. Mais Là, voilà. j'ai pris deux Ah oui, extrêmes, oui, oui. mais choisir un outil qui, on sent qu'il va évoluer dans la bonne direction avec l'IA et qui va nous permettre de faire aussi plus de choses par la suite. Ou alors, justement, vous êtes plutôt, euh, entre guillemets, un petit indépendant, vous prenez quelque chose de facile, peut-être aussi de pas trop cher. euh, donc là, on va aussi y venir hein, aux outils. Je vois dans le chat Oui, comment savoir quels outils nous est adapté. On va y venir. C'est ouais. une question tout à fait pertinente, Nina. On va y venir. J'avance sur la cybersécurité, Oui, la dont on a souveraineté déjà des aussi données, et pas puis mal parlé. on rentre vraiment là-dedans. Donc la question hein, de la cybersécurité, je l'ai déjà abordée, en réalité je vais aller très vite. Hein, c'est vraiment cette question du respect du GDPR et de la protection de vos données. Donc prenez des actions pour la sauvegarde de vos données. Euh, pour Et le... des actions pour sécuriser aussi Oui, vos accès, que ce soit votre boîte email, votre mot de passe pour vous connecter à votre logiciel de gestion, de comptabilité, ERP, etc., dont on parlera plus tard. Et du coup, je refais la pub pour le Cyber Challenge et pour la chaîne YouTube avec les replays sur la cybersécurité. Ça, c'est quand même hyper important. et la question en fait de la souveraineté de vos données, hein, donc je rappelle cette histoire de la conservation de vos données de 7 ans, voire beaucoup plus. Donc être souverain de ces données, c'est savoir où sont vos données et être capable de récupérer une copie de vos données. Euh, donc ça c'est important. Vous décidez de prendre Docker, et bien sur Docker vous pouvez retélécharger tous vos fichiers XML ponctuellement. Allez, il faut le faire au moins une fois par an, quoi. Donc le faire une fois par an, pourquoi? Parce que bah, si vraiment il devait y avoir un problème avec votre plateforme, vous arriverez peut-être à rappeler vos différents fournisseurs et de récupérer les factures de l'année. Par contre, récupérer 2 ans, 3 ans, 4 ans d'arriéré, ça va être plus compliqué. Hmm. Donc, je vais dire minimum, une fois par an, on fait une copie de toutes ces factures, on les stocke sur un cloud bien en sécurité, on les envoie vers son comptable. Voilà, il y a des petites mesures, c'est pas énorme, mais c'est important voilà, à être réalisé. Donc, hein, la question donc, hein, de la souveraineté de vos données. Le classeur, c'est plus acceptable. Je vais raconter une histoire, je ne résiste pas. On a un client en fait ce matin qui a appelé et donc il nous montre comment il travaille et en fait il supprimait les fichiers XML qu'il avait convertis, enregistrés en PDF et donc il n'avait plus l'original quoi. Et il les supprimait au fur et à mesure. Donc Zut. il était content d'avoir un beau PDF et c'est une copie ça, c'est pas l'original. Voilà, l'administration ne sera pas contente quoi, avec ça. Donc Aïe. voilà, le fichier XML c'est important quoi. Donc c'est lui l'original, hein, c'est plus le PDF quoi. Voilà. Si on envoie une facture électronique, en tout cas. Oui, Sinon, ça pour peut être toujours le PDF. tout à fait. Donc il n'y a qu'un original.
c'est celui qu'on envoie à son interlocuteur ou que l'on reçoit de son interlocuteur, et c'est la première pièce qu'on reçoit, donc par PayPal si on est entre assujetti TVA, mais si on reçoit une facture au format PDF alors qu'on aurait dû la recevoir par PayPal, ben, votre émetteur est en infraction, hein, votre fournisseur est en infraction, c'est lui qui risque les 1500 € d'amende et plus. Tandis que vous recevrez un PDF, le PDF, vous devez l'exploiter, le considérer comme un original. Ce n'est pas de votre faute Mhm. si vous n'avez pas reçu correctement. Hein. Voilà, donc cette question de souveraineté passe aussi par le fait que vous devez garder vos XML, ne les effacez pas, s'il vous plaît. Voilà. Donc, cas d'usage, retour d'expérience, on va mettre un petit peu les mains dans le cambouis. Hein. Alors, le troisième sondage, est-ce que vous assurez vous-même votre comptabilité? Oui, ou alors non, vous avez un comptable. Et c'est partagé. La plupart n'ont pas de comptable. Voilà, ça se dirige beaucoup plus vers non, oh, non, j'ai un comptable, pardon. Je, Oui, j'ai mixé. pardon. Oui, voilà. OK. Non, Donc, j'ai il un y a beaucoup comptable. plus de, voilà, de personnes qui sont avec des comptables que sans, quoi. OK. Voilà, voilà. Et je partage les résultats comme ça, tu les vois. Super. 67% de nos répondants ont un comptable. Donc, on va parler du 3x3, en fait. Alors, je passe sur le sondage suivant. Alors, le sondage suivant le numéro 4, c'est plutôt par rapport à la plateforme et quel logiciel vous avez choisi. En tout cas, pour ceux qui en ont déjà choisi un ou pour ceux qui n'ont pas encore choisi mais qui sont quand même sur une plateforme et qui hésitent peut-être à changer, n'hésitez pas à nous dire sur quelle plateforme, logiciel, ERP vous êtes. Donc, Nina, comment savoir quel outil nous est adapté? Et donc, en fait, Question très intéressante, oui, hein. oui, tout à fait, on est en plein dedans. Donc là c'est maintenant. Donc là, le 3x3, c'est pas mal. Parce que le 3x3, c'est trois catégories de logiciels et trois catégories d'interlocuteurs. À qui dois-je m'adresser et quel type de plateforme ou de logiciel dois-je choisir? Donc, je vais commencer par les trois types de logiciels. Il y a donc les plateformes web, les outils intégrés au comptable et les logiciels donc, de gestion ERP. Voilà. Donc, dans les plateformes web, on a parlé de Docker, Bilit, Bill2Box, voilà, pour ne citer que ces trois-là, mais il y en a beaucoup d'autres. Donc ça, vous prenez votre souris, vous cliquez dans un browser web quelconque, vous allez vous connecter sur cet outil, vous vous identifiez, vous cliquez sur le bouton enregistrement PayPal et en 10 minutes, un quart d'heure, c'est plié. Et là, vous êtes en ordre, vous êtes sur le réseau. Donc ça, pour ceux qui n'y sont pas, qui sont assujettis à la TVA, s'il vous plaît, en avant-toute, c'est aujourd'hui. Donc dès que le webinaire est terminé, vous cliquez sur une des plateformes et au moins vous êtes enregistré. Ça vous évitera d'avoir des problèmes avec l'administration. Vous aurez entamé une démarche visant à vous mettre en ordre. Et dans ce cas, vous serez, voilà, vous serez, je vais dire, exempt d'une éventuelle amende. Donc, plateforme web facile, rapide, simple, 15 minutes et léger. c'est plié. 15 Voilà. minutes et c'est plié. Et donc, vous Eric êtes toujours, s'engage. 15 minutes et c'est plié. voilà, oui, et plus vite encore. Donc, pas de problème. Donc, ça, ce sont des outils simples et directs. Et alors, comment savoir si c'est un outil adapté dans mon cas? Bien, ça dépendra des interlocuteurs, j'y viendrai juste après. La deuxième solution, c'est les logiciels intégrés aux logiciels de comptabilité. Donc, on a parlé d'Horus et de Falco tout à l'heure, mais il y a Winbooks et Winbooks on Web. Il y a Bob et Bob Demat, et puis on a des trucs comme aussi Octopus ou que sais-je d'autre. Donc, il y a quand même toute une série de logiciels. On nous a cité, hein, je vois qu'on nous a cité Falco, Mindou. Celui-là, je l'avais jamais vu dans les webinaires, mais certainement tu le Oui. connais. Octopus, tu viens de le citer. Horus, Dockel, Adibox. Oui, Addict, c'est Adibox, oui. Ça, c'est quel type de... En fait, Addict, c'est un logiciel sous Windows et Adibox, en fait, c'est une plateforme qui permet donc de faire les échanges factures vers le programme fiduciaire. Donc, Addict, qui est plutôt usage
fiduciaire et donc la partie Adibox et la partie client, en fait, comme Falco, je Ok, dirais. et c'est comme Falco et Horus, c'est le même, Oui, c'est la, tout la à même fait, pièce. Il y a un côté client et un côté comptable absolument. fiduciaire, quoi. Voilà, c'est Et ça, Adibox, c'est pareil. c'est Et on ça. nous a cité aussi Accountable, qui lui, c'est plutôt application web. Oui. euh, Et là c'est plutôt dédié aux self-made men, donc les personnes qui vont faire leur compte à eux-mêmes, ok. comme indépendants. Donc en fait, c'est pas mal, et Pauline, tu es bien mise pour le savoir, hein, comme outil, puisque tu l'utilises. Oui, moi j'utilise ça. Et donc, en fait, ça convient bien dans un cas de figure où on réalise des factures en tant qu'indépendant sans trop d'investissement. Donc, Mhm. c'est clair que si on a de gros investissements avec la transformation, des dépenses non admises, ce genre de choses-là, ça va être plus compliqué donc, avec Accountable. Et donc, on aura régulièrement des comptables qui préféreront convertir cette comptabilité-là vers les plus gros logiciels de compta, style donc Winbooks, Horus, Bob et d'autres. Et donc, on se retrouve finalement avec un outil qui est pas mal pour ceux qui font leur compta eux-mêmes, en sachant que voilà, il faut connaître ses limites et peut-être Mhm. voilà, à un moment donné passer sur autre chose si on est dans des cas d'usage plus gros, plus importants, hein. On avait eu une question, je pense, c'était une entreprise de terrassement, si j'ai bonne mémoire, qui voulait utiliser Accountable, donc avec des gros investissements en matériel roulant et compagnie, et ça, on lui a dit non, quoi. En fait, c'est pas une bonne idée, quoi. Mais donc, un consultant qui fait quelques factures de prestations chaque année, qui est comme indépendant personne physique, ben, là, on dit oui, c'est une bonne idée, quoi, en fait. Donc, il n'y a pas de mauvaise solution, il faut surtout trouver quelque chose qui vous est adapté, en fait, hein. C'est ça l'idée du 3x3. Donc, on avait commencé avec les plateformes web, on est passé par les outils des comptables, puis maintenant, on va aborder les ERP, les logiciels de gestion, les plateformes donc dédiées métiers un peu plus lourdes. Et donc, tout le monde a entendu parler d'Odoo, bien sûr, hein, ils font suffisamment de publicité, donc ça peut être des solutions qui fonctionnent très bien. Vous avez des outils comme Mercator, vous avez voilà, des outils comme Gecosoft, comme Astral, comme bien d'autres logiciels spécialisés métiers qui vous permettront de Virtuosa aussi, tu l'as cité. Virtuosa, hein, Virtuosa pour super, la hein, donc on est dans construction. cette gamme de troisième catégorie donc de logiciels dédiés métiers, ERP, hein, donc qui vont apporter ce supplément d'âme lié au métier que l'on pratique, quoi, en fait. Et Mhm. donc on se rend compte que les trois cas d'usage ont leur raison d'être. C'est clair que ben voilà, une entreprise de construction générale avec 50 hommes ne peut pas se contenter de Falco, c'est un logiciel intégré à Horus pour la fiduciaire, ça n'ira pas quoi en fait, hein. Par contre, ben, on aura beaucoup d'entrepreneurs qui pourront utiliser Falco parce qu'ils font de la facturation eux-mêmes et ils ont une personne, deux personnes, ils font la prestation de service et ça se passe très bien avec ça. Et vous allez avoir, on en a parlé, des paramédicaux qui vont pouvoir utiliser Billy, Bill2Box, Docker pour leur facturation, quoi. Donc, Et ça, tous les c'est métiers ont leur. Voilà, la première catégorie, ça. Docker, Billit et Bill2Box, ça, c'est des outils Première gratuits catégorie, UtiWeb. et gratuits parce qu'on nous pose la question. Alors, la gratuité, elle est relative, hein. Donc, Ouais. le cas d'usage que je connais qui est réellement gratuit, c'est Docker en réception uniquement. Ça, c'est vraiment gratuit. Par contre, vous allez avoir un tas de propositions type Horus, type Odoo et d'autres encore, qui, dans leur abonnement de base, incluent la facturation électronique PayPal. Voilà. Donc, il y Ok. a déjà un abonnement, mais l'option PayPal est incluse dans l'abonnement de base, en fait. Et donc, voilà, il faut avoir un de ces outils-là, quoi. Oui, et Disons, puis parfois c'est gratuit jusqu'à un certain nombre voilà. de factures et d'autres c'est truc de base et tout est inclus. Mais enfin voilà, ça c'est un peu. Vous aussi allez voir un peu ce qui vous intéresse là-dedans. Qu'est-ce que tu allais poser une question? Tu allais me poser une question. Oui, non, mais j'enchaînais en fait hein, sur le fait de choisir le bon outil. Mhm. Quoi de plus allez, décevant que de mettre en place une solution qu'on doit changer un mois après parce qu'on se rend compte qu'on s'est trompé. Et donc, Ouais, ouais. éviter, allez, faire cette erreur Pour éviter de changer tous les mois. tous les mois, voilà, c'est peut-être d'en parler au bon interlocuteur.
Et donc, en fait, si vous êtes dans la première catégorie des logiciels, c'est certain que la corporation ou les corporations, le SNI, des collègues, votre entourage, sur l'expérience utilisateur, c'est certainement les bons interlocuteurs. Si on vous est dans la deuxième catégorie, vous avez un comptable, demandez à votre comptable que votre comptable vous dise ce que lui préconise, qu'il utilise, et l'idéal, c'est d'être intégré à ce comptable pour éviter des échanges de fichiers compliqués, des transmissions d'informations erronées ou qui Une bon, perte de temps, une perte de temps, c'est une perte de temps tout ça. de temps Si oui, vous êtes, affreuse. si vous Donc, n'êtes pas sur le même outil, c'est ça. Donc, ça va être si c'est compliqué. possible, maintenant, si c'est possible, parce que si avec Mm. votre comptable, on se rend compte que ben voilà, vous êtes une entreprise qui a besoin, par exemple, de Virtuosa, comme on l'expliquait tout à l'heure, vous basculez dans la troisième catégorie des logiciels, et là, il faut demander chez Virtuosa ou un informaticien de gestion. C'est le troisième type d'interlocuteur, c'est les informaticiens de gestion. On quadrille tous tout le territoire belge avec des distributeurs revendeurs d'un tas de logiciels, un tas de solutions et on a dans nos manches cachées des applicatifs métiers spécialisés où on a nos collègues qui revendent ou qui distribuent tel ou tel logiciel spécialisé pour tel ou tel métier. Donc on le sait, on connaît. Hein, donc en fonction des cas d'usage, on saura vous aiguiller et vous donner les pistes à suivre pour. Et puis il peut éventuellement y avoir la nécessité de faire des développements spécifiques, hein, parce qu'on en a aussi. Hein, on a des cas particuliers avec des métiers tout à fait particuliers qui nécessitent voilà, des développements voilà, tout à fait. Je vois qu'il nous reste, je vois qu'il nous reste que 5 minutes, Eric. Ah, Est-ce que tu nous montrerais le petit exemple, la petite vidéo absolument. avec un outil? Allez, voilà, Euh, Allez, c'est parti. c'est parti, je fonce. Donc en fait, je vous fais une démo sur la solution, les solutions Winbooks. On va réaliser deux factures. On envoie deux factures, une vers une plateforme web et une autre vers un logiciel Windows. Donc pour ceux qui n'ont jamais encodé de facture, on voit ici que bien, on va juste sélectionner son client. On va pouvoir mettre des informations, on va pouvoir encoder, spécifier des articles avec des prix, des remises, des conditions particulières de paiement, de date d'échéance, et on voit un bouton Send ici qui est important, c'est le bouton donc d'envoi sur le réseau PayPal. Et donc, on va voir le sablier apparaître quand on aura fini l'encodage de la facture qui fait l'interrogation sur le réseau PayPal pour voir si mon interlocuteur est bien présent sur le réseau. Donc là, j'ai la connexion sur le réseau. Est-ce que mon interlocuteur est présent? Et si oui, paf, c'est bon, elle est envoyée. Donc, j'ai fait une facture, c'est parti. Le but, c'est de montrer que ça va vite et que c'est simple. Donc ici, j'encode une deuxième facture c'est aussi simple et évident que la première, mais on envoie ça sur un deuxième client. C'est mon deuxième client en test, donc pour aller faire la relève sur le cas Windows, donc un Winbooks sous Windows en ce cas. Donc c'est similaire à toutes les plateformes en général. Hein. Donc je montre le principe ici, hein, c'est uniquement pour la démo. Et je fais donc l'envoi de la seconde facture. Bon, là, ce qu'on voudrait bien faire, c'est s'assurer qu'elles sont bien parties. On voudrait bien voir le statut de ces factures, en fait. Et donc, pour ça, suivant les plateformes et les logiciels, ça change, hein, ça varie. Mais donc, pour cela, on va pouvoir aller sur un portail qui permet de voir le statut de sa facture, de constater si elle est bien partie et si son interlocuteur l'a éventuellement bien reçu. Voilà, ici, c'est sur cette plateforme, c'est un, un sous-dossier, enfin un chemin dans lequel il faut aller. C'est différent évidemment sur chaque logiciel qu'on utilise, mais ce qui est important, c'est de voir qu'ici, il est mis sent, statut, elles sont parties, toutes ces factures sont bien parties vers les adresses PayPal qui ont été spécifiées à travers le numéro d'entreprise. Je quitte ma plateforme d'envoi et j'emplis les casquettes du client. Et donc, j'utilise Winbooks Connect dans ce cas-ci pour recevoir ma facture. Donc, j'étais fournisseur, maintenant je suis client et je vois que ma facture est déjà là, en fait. Hein. Ce qui est intéressant, c'est, je mets en pause, c'est qu'on voit la facture qui est arrivée et on voit aussi qu'il y a un bouton Send to a content. Donc, ça veut dire que je peux envoyer cette facture directement vers mon comptable avec cet outil. Donc ma facture est visualisable, interprétable, je peux voir tout son contenu. Oui, on voit que c'est un comme un PDF, c'est un Voilà, PDF, mais en fait, ça a été envoyé par PayPal en ça. XML. Et on voit toutes les informations qui ont été reconnues là sur la gauche. Et je fais envoi à mon comptable, paf, ça part vers Winbooks Compta, donc à la fiduciaire
en parallèle. Et il y a des boutons également qui permettent de faire le paiement, hein, de la facture éventuellement. J'ai déjà réceptionné ma facture, elle est déjà traitée, elle est chez mon comptable, au revoir et merci. Et là, je réceptionne la deuxième facture. Donc là, je vais dans la version Windows. Et dans cette version Windows, eh bien, je la démarre comme d'habitude et je vais pouvoir démarrer l'application, enfin le module donc de réception de ces factures électroniques, hein, c'est Virtual Invoice chez Winbooks. Et là, il détecte automatiquement qu'il y a une nouvelle facture qui est arrivée, il propose de la télécharger, on accepte et la facture est là. Donc, c'est pas plus compliqué que de recevoir un email, somme toute, hein. Et on voit que tous les éléments de la facture sont présents. À droite, on voit que les totaux ont été reconnus, que les numéros de TVA de l'interlocuteur du tiers, et on voit qu'en un clic, la facture est encodée, est présente dans le système. Donc, on n'a pas dû encoder les chiffres manuellement, elle a été enregistrée automatiquement. Un Voilà. gain de temps pour tout le monde. Voilà. Donc, rapide, simple, direct. Une fois que c'est rodé, que c'est au point, qu'on a bien compris comment ça fonctionne, en fait, il n'y a quand même pas beaucoup de zones à remplir. Si on a rempli les coordonnées de notre fiche convenablement, notre fiche client convenablement, c'est, je vais dire, vite fait, bien fait, hein, sans vouloir être trivial. Donc, c'est efficace, quoi, hein, ça roule, quoi. Voilà. Ben voilà, ça c'était une visualisation de comment on envoie et comment on reçoit des factures PayPal et comment on travaille aussi avec, avec le comptable. Euh, il nous reste quelques minutes. Je propose de déjà envoyer l'enquête de satisfaction. Aussi, si vous avez des questions encore spécifiques ou même des questions, quelque chose qui n'a pas été clair, vous posez peut-être encore la question de comment faire la facture, quel outil utiliser, etc., etc. Vous pouvez maintenant déposer votre question dans l'onglet questions et réponses. On va pas prendre la question aujourd'hui parce qu'on est déjà à la limite du temps, mais on la prendra jeudi prochain. J'ai mis le lien du prochain webinaire questions et réponses sur PayPal qui aura lieu ce jeudi. Venez et on prendra les questions ce jour-là et on prendra aussi les questions qui auront été posées et qui n'auront pas eu de réponse aujourd'hui. Je vois déjà quelques merci dans le chat. Merci aussi à Oui. vous et prenez le temps, s'il vous plaît, de répondre à notre petite enquête de satisfaction. Et Eric, est-ce que tu as justement, je vois le slide témoignage et Oui. bénéfices observés, je pense que c'est bien ça pour finir ce webinaire, Oui, le mais les webinaire des retours d'expérience bénéfices. sont positifs, hein. Donc, voilà, enfin, je veux dire, les utilisateurs qui sont en route maintenant ne voudraient plus revenir en arrière, en fait. Donc, Mhm. voilà, une fois qu'on a fait le pas, allez, de dépasser la résistance naturelle qu'on a au changement et qu'on a dépensé un petit peu d'énergie pour mettre ça en place, en fait, c'est plutôt satisfaisant à utiliser. C'est plutôt et rassurant également. Donc là, on est certain des factures qu'on a en face de soi. Et finalement, on se rend compte que la corvée de copier-coller ces PDF de ces boîtes mail et de se connecter sur la plateforme de NJ pour aller télécharger sa facture, tout ça c'est terminé, quoi. Et ça, c'est quand même des gros progrès. Et c'est oui, c'est plutôt satisfaisant et on a des retours d'expérience très positifs. Oui, c'est vrai que si tout se met dans la partie dépenses ou factures de notre outil comptable, tout va plus vite, on ne doit plus courir partout pour avoir toutes les infos, quoi. Oui. Et donc, en fait, on s'habitue très vite, hein. Et Ouais. on oublie très vite l'inconfort que c'était avant, avant d'utiliser l'outil, quoi. Donc, non, c'est très, très satisfaisant. Voilà. En tout cas, merci beaucoup Eric pour cette 1h30 de webinaire pour parler de la facturation électronique obligatoire. On voit que tu connais ça sur le bout des doigts. Néanmoins, si vous avez encore des questions, si vous voulez aller plus loin, si vous avez chipoté entre aujourd'hui et jeudi, vous n'arrivez pas à vous inscrire, venez jeudi au webinaire, on essaiera d'aller plus loin et de voir s'il y a encore des questions et si on peut y répondre. Non, on va y répondre. On va y répondre Oui, avec Eric. Voilà. absolument. Vous pouvez y compter. N'hésitez pas. Voilà. Voilà, on se donne rendez-vous jeudi, Eric, moi-même, et j'espère aussi tous les webinautes qui étaient là ce soir et peut-être d'autres qui se rajouteront. Bonne soirée!
Avec plaisir. Bonne soirée. Au revoir.